Salut à tous, c'est Archampi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va voir comment réaliser une page d'introduction de personnages en BD ou en manga. C'est parti! Donc, avant de commencer, il faut choisir le format de sa page. Soit vous choisissez dans les prédéfinis comme d'habitude, soit on va voir une autre façon. Mais moi, je vous conseille plutôt de faire des prédéfinis ou de changer vous-même en largeur et en hauteur pour avoir la taille que vous voulez. Moi, pour cet exercice, je vais prendre A4 600 ppi, même si d'habitude, je prends plutôt des A3. Et sinon, je vous montre, si vous prenez modèle de bande dessinée ici, vous avez plusieurs modèles de base que vous pouvez utiliser. Moi, je trouve pas que c'est le plus pratique, mais bon, je vais vous montrer quand même, au cas où ça vous intéresse. Donc là, si je prends le premier modèle de bande dessinée, vous voyez, ça me génère automatiquement des cases. Et j'ai un calque de groupe où dedans, j'ai plusieurs calques. Donc si on regarde celui tout en bas, c'est un masque. Et ils aiment bien mettre des masques. Et en gros, c'est comme s'il y avait en double vos cases. Le truc que j'aime pas, c'est qu'il y a et le fond et le contour avec, en fait. Et je trouve pas ça très pratique. Après, ils vous ont mis des calques pour la couleur, l'ancrage, etc. Mais par exemple, si vous voulez changer vos cases, c'est un peu pénible parce qu'il faut sélectionner une case, outil transformation, et on vient modifier la taille des cases et les redécaler. Et du coup, c'est que des cases un peu carrées, et vous voyez, elles se modifient toutes ensemble en fait. Donc, je trouve que c'est pas très pratique. Si je vous en montre un autre, par exemple, si on regarde manga. Déjà dans le manga, il y a plus de variété dans les cases, mais selon ce que vous faites, c'est pas toujours très pratique. Donc là, ça vous limite en termes de cases. Et ensuite, on va en tester un autre pour voir. Grille en métal gaufré, par exemple. Vous voyez, vous avez plusieurs choses, mais c'est pas ce que je vous conseille de faire. Moi, je vous conseille de prendre une page déjà vierge, de la taille et du format que vous voulez, et de créer vous-même vos cases. Donc une page d'introduction de personnage, c'est quoi? C'est une page où va apparaître pour la première fois un personnage. Ça peut être la première page de votre manga, de votre BD, ou la première page d'un chapitre, ou tout simplement une page au milieu d'autres, où on va voir pour la première fois un personnage. Donc pour réaliser une page d'introduction de personnage, il vous faut automatiquement un personnage. Moi je vais prendre ce petit personnage chibi que j'avais fait, en le modifiant un petit peu. Et si vous êtes débutant, c'est plus facile de le faire avec un personnage que vous maîtrisez bien. Donc ça peut être un des vôtres ou un qui existe déjà. Et que ce soit un personnage avec des caractéristiques et des goûts facilement identifiables. Ou un univers facilement identifiable. Là, j'ai une petite sorcière, donc il y a pas mal de choses que je peux raconter et trouver des idées assez facilement. Mais avant de commencer à dessiner, il faut faire ce qu'on appelle un storyboard. Un storyboard, c'est quoi? On va dire que c'est le brouillon de votre page. Et c'est un brouillon qui peut être soit écrit uniquement, soit dessiné et écrit. Moi déjà, ce que je vous conseille, c'est d'écrire ce que vous voulez raconter dans votre page. Pour voir si c'est pas trop ambitieux, s'il n'y a pas trop de choses à mettre dedans. Parce qu'une page, c'est fait pour être agréable à regarder et pas qu'il y ait 50 cases dans une page. Donc d'abord, écrivez les choses que vous avez envie de raconter sur votre personnage. Là, moi, mon personnage, c'est une sorcière. Et qu'est-ce que j'ai envie de raconter sur elle pour une première fois? C'est la première fois qu'on la voit. Donc déjà, je vais écrire, par exemple, la petite sorcière fait des potions durant la nuit, ou la petite sorcière vit à tel endroit, fait ça, fait ci. Vous voyez? Donc je vais taper quelque chose et on se retrouve une fois que j'ai trouvé quoi dire. Donc voilà, moi je vais pas écrire grand chose de compliqué, je vais juste dire que c'est une petite sorcière qui aime préparer des potions durant la nuit, qu'elle a un chat, elle vit dans une petite maison sur une colline. Point. Après, ça n'empêche pas que je peux faire des cases qui sont pas forcément dans ce que j'ai écrit. Par exemple, petite sorcière, c'est ma petite sorcière,
Mais du coup, je peux faire des cases où on voit que des bouts de ma petite sorcière. Donc ça veut pas forcément dire le nombre de cases qu'on a. C'est les actions, les choses qu'on veut raconter dans notre page. Ensuite, on va compter combien de cases ça prend, quelles cases on utilise, etc. Donc moi, je vais rester sur ça, voilà. Donc je garde ça en tête. Et ensuite, je vais vous montrer comment on fait un storyboard en dessin, parce qu'en écriture, je sens que ça va en gonfler pas mal. Parce qu'en écriture, en fait, il faut faire des tableaux, et dans les tableaux, on a une case dialogue, une case action, une case qui sert à choisir les cadrages, etc. Donc c'est un peu moins rigolo, donc on va faire plutôt en dessin. Donc je me mets sur mon calque, et un storyboard, comme j'ai dit, c'est un brouillon, mais c'est un peu différent d'un brouillon, parce que c'est vraiment quelque chose qui n'a pas besoin d'être très propre. Vous voyez, c'est pas un brouillon que vous faites avant de faire le clean de votre dessin. C'est vraiment un truc qu'on fait rapidement, et on peut en faire plusieurs pour voir comment on place les cases et qu'est-ce qu'on met dans les cases. Donc déjà, je vais choisir combien de cases je vais faire. Donc, petite sorcière qui aime préparer des potions durant la nuit. Il faut au moins une case pour durant la nuit. On voit que c'est la nuit. Et qui aime préparer des potions. On pourrait le faire en une case, mais moi j'ai envie de le détailler un peu plus, donc on va faire 2 ou 3 cases. Bon, elle a un chat. Le chat, en fait, on peut le mettre dans plusieurs cases, en fait. Le chat peut aller dans qui aime préparer des potions et peut aller dans la case durant la nuit, par exemple. Donc le chat ne va pas forcément avoir une case que à lui. Donc je vais noter une, parce que pourquoi pas le faire joli dans une case. Ensuite, je vais faire une case pour ça. Et petite sorcière, on va la voir dans plusieurs cases, mais on va dire qu'il y a une case dédiée à uniquement elle. Donc, si on compte, ça nous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, voire 7 cases. Ça peut nous faire 6 cases, mais j'ai dit que ça, on peut le mettre avec une autre, donc je vais pas la compter, celle-là, remarque. 1, 2, 4, 5. On va dire 5 cases, comme ça ce sera plus facile. Donc, en 5 cases, je dois pouvoir raconter tout ça. Alors, pour cet exercice, je vous impose 2 règles. C'est d'utiliser 2 types de cases précis. Donc, on va utiliser au moins un panoramique et une case verticale. Donc, les panoramiques, ça prend beaucoup de place. C'est une case très longue qui peut faire toute la largeur de la page, mais pas forcément très large. Et c'est une case qui sert à introduire des choses. Par exemple, on va introduire un lieu. Donc où est-ce que ça se passe? On va dessiner un paysage. On peut dessiner aussi des personnages et d'autres choses, mais souvent c'est de l'introduction de lieu ou de temporalité par exemple. Moi je vais faire cette case-là et je vais l'utiliser pour durant la nuit. Ensuite, moi je vais faire dans le sens japonais, donc on va lire comme ça, de droite à gauche. Vous avez juste à le faire en miroir si vous faites dans le sens européen. Donc moi je vais mettre cette case-là, là. Donc on a d'abord durant la nuit qui est la première chose qu'on va dessiner. Ensuite, elle vit dans une petite maison sur la colline. Je vais la mettre en deuxième, ça. Donc là, c'est la petite maison sur la colline. Et avant tout, je vais placer ma case verticale parce que du coup, c'est la case que je veux qu'on voit en dernier. Et si vous regardez souvent, les cases verticales sont souvent, très souvent, sont en bord, en fait. On considère que si on fait un bonhomme comme ça, sans case autour, c'est une case verticale parce que le personnage prend quasiment toute la place en hauteur. Après, vous pouvez aussi faire une case comme ça et garder les bords et avoir le personnage dedans. Moi, je pense que je vais faire une case comme ça et que je vais garder les bords pour l'instant et puis plus tard, je vais voir si je les enlève. Par exemple, ne pas faire de bords, ça peut être pratique si vous avez envie de faire un chevauchement. Vous avez votre case et devant la case, vous avez votre personnage qui va venir cacher un bout de la case. Ça peut être une chose que vous pouvez faire. Moi, je vais faire facile, donc une verticale, un panoramique. Là, j'ai ça qui va là. Et là, dans ma case verticale, je vais avoir ma petite sorcière en grand. Ensuite, il me reste qui aime préparer des potions. Donc là, je vais faire des cases différentes.
Donc je vais faire une case avec un chaudron par exemple, une case avec des étagères. J'ai dit 5 cases, donc là j'en ai déjà 3. Voilà, je vais faire un truc un peu comme ça, assez simple. Donc là, maintenant que j'ai fait le brouillon du storyboard, je vais faire un storyboard plus détaillé, le faire un peu plus gros, pour pouvoir commencer à dessiner dedans ce qui se passe. Donc là, je vais mettre la lune, parce que c'est la nuit. Il y aura des petites étoiles, le ciel. Je vais faire des montagnes. Là, c'est la petite colline. Donc un storyboard, c'est très schématique, c'est pas forcément très détaillé, c'est juste pour savoir où sont placés les éléments. Et il faut pas oublier les petits détails, vous voyez, donc faut pas oublier les arrière-plans par exemple. Donc là, vous voyez, j'ai choisi de faire les choses pas à pas. Le rythme, il est lent. On voit d'abord le paysage et la nuit. Ensuite, on fait comme un zoom, on pourrait dire, sur la maison. Et après, on rentre dans la maison, on continue notre zoom. Et on rentre par la fenêtre. Là, on a la fenêtre. Là, on a la fenêtre. Et en rentrant par la fenêtre, on commence à voir un peu l'intérieur de la maison. Dans l'intérieur de la maison, ça, on va dire que c'est un chaudron. Et là, du coup, je vais mettre le chat qui dort à cet endroit-là. Ou qui regarde. Donc là, vous voyez, j'ai dessiné mon personnage, mais je l'ai dessiné juste en bonhomme bâton parce qu'on veut juste la posture qu'il a. Donc on réfléchit à la posture qu'on veut lui donner. Et rien ne vous empêche d'en faire des différentes. Là, je vais tester autre chose. D'ailleurs, je vais le séparer sur un autre calque. Voilà, donc mon storyboard est terminé, et maintenant il reste plus qu'à faire le brouillon, donc le vrai brouillon de notre page. Alors, je vais faire un groupe, et je vous conseille de faire pareil, où vous mettez votre storyboard. Alors, maintenant, on va faire des marges. Alors, moi j'ai déjà des marges, voilà, que je me suis faites, et que j'utilise à chaque fois, et de temps en temps je les modifie parce que les marges peuvent varier, surtout dans les mangas, dans les BD un peu moins. Et du coup, je peux les étirer comme bon me semble. Ou les rétrécir. Donc vous, si vous n'avez pas de marge, pour en faire, il faut activer vos 2 axes de symétrie, les verrouiller, ajouter un calque, prendre l'outil ligne, et je vous conseille de le faire avec la Basic 5 Size. Ah non, c'est la Basic 1, pardon. Donc avec la Basic 1, et de choisir la taille de votre marge. Donc vous n'êtes pas obligé de le faire en très large. Vous pouvez le faire un peu moins, par exemple 30, si vous voulez. Et vous allez vous mettre comme ça, tracer un trait, voir si ça vous convient, rajouter un calque, faire la marge d'en haut, voir si ça vous convient, et si tout vous convient, vous gommez les bouts qui dépassent, et hop, et on peut même utiliser un outil de sélection pour gommer. Voilà, et là vous avez vos marges, il ne vous reste plus qu'à fusionner vos 2 calques, et vous avez une marge. Et après, vous n'avez plus qu'à l'enregistrer en PNG, vous enlevez le fond, vous faites fichier exporter, vous l'exportez en PNG, et comme ça vous pouvez la remettre à chaque nouvelle page, et la modifier si besoin. Ça vous fait gagner du temps. Donc moi je vais partir avec celle-là et je vais juste la modifier un petit peu en réduisant les marges d'en haut et d'en bas et je vérifie qu'elle soit centrée. Alors je vous conseille de mettre quand même souvent des marges. Alors vous n'êtes pas obligé de le faire tout le temps, surtout si vous faites du manga parce que de temps en temps il n'y en a pas. Mais si vous êtes débutant, ça vous aide à aérer votre page. Parce que dans les pages où il n'y a pas de marge, les placements des cases ont été réfléchis pour que ça fasse pas trop lourd, vous voyez. Ou alors si elles ont été faites de façon lourde, c'est peut-être parce que l'ambiance de la page s'y prête. Parce que c'est une situation compliquée, une situation triste, terrible, etc., etc. Donc, maintenant que j'ai mes marges, je remets vite fait mon petit storyboard. Je vais rajouter
un calque et avec ce calque, je vais venir faire toutes mes horizontales. Donc tous mes traits de cases horizontaux parce que mes verticaux, pour certaines, vont être ces deux-là. Donc je commence par mon panoramique. Une fois que j'ai fait mon trait, je peux toujours le déplacer avec l'outil transformé pour avoir la bonne largeur. Ensuite, une fois que j'en ai fait un, je le duplique et je peux le déplacer pour le mettre à un autre endroit. Là, je vais faire l'espacement entre mes cases, qui est très important aussi pour le côté aéré. Prenez un peu de distance pour voir si elles sont bien. Quand elles sont bien, vous les fusionnez ensemble. Et par exemple, c'est pas parce que j'ai cet écart-là pour celle-là que je n'ai pas le droit d'avoir, par exemple, un écart comme ça pour celle d'après. Ça va dépendre de la temporalité, par exemple. Ça peut vouloir dire qu'il y a beaucoup de temps qui s'est passé entre cette case-là et cette case-là, par exemple. Un peu comme une ellipse. Moi, je vais garder la même distance entre chacune de mes cases. Comme ça, c'est plus simple. Donc à cette étape-là, pour choisir la largeur de vos cases, la hauteur, réfléchissez à est-ce que je vais avoir assez de place avec cette distance pour dessiner tout ce que je veux ou est-ce que je vais galérer. Après, comme on est encore à l'étape du brouillon, c'est pas très grave. Si vous avez des cases qui n'ont pas la bonne taille, vous pouvez encore les rechanger plus tard. Donc là, je fusionne toutes mes horizontales. Et maintenant, je vais m'occuper de mes verticales. Donc là, dans mon cas, elles sont toutes alignées. Ah, remarque, je vais peut-être pas faire de cases, donc je vais faire qu'une verticale. Je fais qu'une verticale, et maintenant, c'est l'étape de séparation des cases, parce que là, elles sont pas séparées. Donc je commence par ma verticale ici. Avec l'outil de sélection carré, je viens sélectionner le bout que je veux pas, et le gommer. Si vous vous êtes trompé avec votre sélection, vous êtes allé trop loin, si vous vous placez bien sur les petits pointillés qui clignotent, vous avez ce logo qui apparaît, ce qui veut dire que vous pouvez cliquer et déplacer votre sélection sans déplacer ce qui est à l'intérieur. Et pour finir, je vais dans ma marge et on va enlever tous les bouts de marge qu'on veut pas. Et du coup, maintenant, on va fusionner tous nos traits pour avoir un seul calque qu'on va renommer en case. Je vais verrouiller ensuite mon calque case et je vais me faire un nouveau calque de groupe où dedans je vais commencer à faire tous les brouillons de ma page. Il n'y a pas vraiment de règles pour l'ordre, vous pouvez autant commencer par la première que la dernière case. Faites dans l'ordre que vous voulez, les cases que vous avez envie de faire en premier. Et là cette fois c'est un brouillon, donc il faut que ce soit beaucoup plus propre que tout à l'heure. Donc appliquez-vous quand même suffisamment. Après, pour l'organisation des calques de vos brouillons, vous pouvez faire un calque de groupe brouillon où vous mettez dedans un autre calque de groupe pour chaque case, ou vous pouvez toutes les mettre dans un seul calque de groupe, c'est à vous de voir. Là, par exemple, comme tout se passe de nuit, il y a certaines choses que je peux moins détailler parce que avec le côté manga, je vais faire beaucoup de noir, beaucoup d'aplats de noir. Pour la BD, vous pouvez détailler un tout petit peu plus, mais pas trop non plus, parce qu'avec l'effet de la nuit, ça va être forcément un peu foncé, et du coup, on va pas voir tous les petits détails que vous aurez fait, forcément. Et voilà, mon brouillon est terminé. Maintenant, il faut le clean. Alors, soit vous faites un nouveau groupe, et vous allez venir faire un brouillon propre, soit vous estimez que vous voyez quand même suffisamment bien sur votre brouillon, et vous pouvez commencer à ancrer directement. Moi, je vais commencer à ancrer certaines cases qui me semblent bien, comme la première et la quatrième, pourquoi pas la troisième. Et puis je ferai peut-être des cleans au milieu, ça va dépendre de mon humeur.
Donc dans tous les cas, on fait un nouveau groupe, soit un groupe d'ancrage, soit un groupe de clean. On ajoute un nouveau calque. Et après, il faut choisir une brosse pour ancrer. Moi, celle que j'utilise, c'est la Basic 5 Size, que je trouve pratique, qui fait vraiment un effet plume si vous savez gérer la pression. Mais après, il y a d'autres brosses qui peuvent faire l'affaire, comme par exemple celle-là, qui prend aussi en compte la pression et qui vous fait un bord qui n'est pas tout à fait lisse. Donc vous pouvez prendre la Ink for Pen. Vous pouvez prendre aussi celle-là, qui est un peu dans la même idée que celle d'avant. Alors vous avez celle-là, mais je trouve qu'elle est beaucoup plus dure à bien doser. Vous voyez, comme elle fait vraiment des petits poils, on va dire, des petits traits. C'est vraiment pas évident à bien doser. Donc, si vous êtes assez à l'aise avec cette brosse, prenez-la, mais sinon, je vous la conseille pas. Si vous êtes débutant. Et c'est déjà pas mal, on a déjà plusieurs brosses, donc je répète, il y a soit la Basic 5 Size, soit celle-là qui est Ink for Pen Rough. Et après, vous avez celle d'à côté, Ink 7 Brush, si vous voulez. Après, si vous aimez bien les traits qui ont un peu des dégradés, vous pouvez prendre celle-là aussi qui fait un peu feutre. Ça veut dire que moins vous appuyez, plus le trait est clair. Donc vous pouvez aussi le faire au feutre, ça va dépendre du style que vous voulez faire. À vous de choisir. Donc ensuite, il faut choisir la taille. Moi, je me mets généralement entre 12 et 15, ça va dépendre. Donc là, je vais me mettre à 13 pour essayer. Donc là, j'ajoute un nouveau calque que je colorie en rouge. J'active héritier alpha et du coup, ça s'applique à tous mes calques et tous mes calques changent de couleur. Et comme ça, je peux baisser l'opacité de tout le monde. Et voilà, je peux ancrer ou cleaner. Donc comme pour le brouillon, vous pouvez commencer un petit peu par la case que vous voulez. Dans certains cas, vaut mieux en faire certaines avant d'autres. Par exemple, bon là, pour la verticale, on voit que le chapeau dépasse un petit peu. Donc soit je décide qu'il dépasse pas et que je le cache derrière la case, soit je décide qu'il dépasse et dans ce cas-là, à la rigueur, je peux le faire avant l'arrière, avant l'autre case derrière. Mais là, globalement, vous pouvez y aller comme vous voulez. Autre conseil, faites d'abord ce qu'il y a au premier plan. Par exemple, dans cette case-là, faites d'abord le chat avant de faire la fenêtre. Ça vous évitera de faire des traits en trop ou de vous embêter à faire des traits qui vont être gommés au final. Ah oui, et un autre petit conseil, changez les tailles de votre brosse. Par exemple, si vous faites quelque chose de plus devant ou de plus épais, choisissez une taille plus grande. Pareil, n'oubliez pas de prendre du recul une fois que vous avez dessiné des choses pour voir si vos traits sont assez épais, s'il n'y a rien qui vous choque, parce que quand vous êtes trop zoomé, vous faites un peu abstraction de ce qu'il y a autour. Et du coup, vous faites des choses des fois qui sont très jolies de près, mais qui se voient pas ou qui ne sont pas si jolies que ça avec les autres éléments à côté. Donc vous voyez, quand vous utilisez l'outil ellipse, ça prend en compte la taille de votre brosse et pas forcément la pression, parce que du coup, vous pouvez pas gérer la pression sur un rond. Ce qui fait du coup une petite dissonance avec le reste. Donc pour faire un peu un effet plume, je vous conseille de prendre une gomme, une grande taille, et de venir gommer en appuyant un peu avec la souris certaines parties de votre rond. Alors attention, choisissez quand même bien les endroits à gommer. Vous voyez, pour faire des bords plus fins que d'autres. Vous voyez, il y a déjà un peu plus un côté plume, un côté travaillé, qui choque du coup beaucoup moins que tout à l'heure. «
Si par exemple vous avez un de vos éléments qui est à votre avis pas assez appuyé sur les traits, vous pouvez juste le détourer, faire CTRL-C, CTRL-V. Donc vous avez un deuxième nuage par exemple. Et vous pouvez le décaler un tout petit peu, soit en haut, soit en bas, et ça vous rajoute un petit peu d'épaisseur, vous voyez. Et après vous le refusionnez. Et par contre, en faisant ça, des fois il y a des petits décalages, des petits trous qui peuvent se créer à certains endroits, donc allez toujours vérifier après et combler les trous si besoin. Là par exemple, pour mon visage, je commence d'abord par faire les éléments qui sont le plus devant, donc les cheveux, la bouche, parce qu'il n'y a rien d'autre devant. Après, je ferai le chat avant de faire le visage, le chapeau. Donc essayez d'économiser vos traits un maximum pour pas passer votre temps à gommer des traits que vous n'aviez pas besoin de faire au final. Donc là vous voyez, j'ai fait un nouveau calque dans mon groupe d'ancrage et je l'ai appelé décor. En gros, ce que j'aime bien faire, c'est avoir les choses en perspective sur un calque et les personnages sur un autre calque, par exemple. Parce que de temps en temps, je suis pas tout à fait satisfaite de comment j'avais placé tel ou tel objet en perspective. Et si tout est relié, par exemple, à un personnage, bah, c'est assez pénible d'enlever le meuble ou l'objet en perspective quand il est directement fusionné au personnage et collé au personnage. Là par exemple, pour mon chat, le chat est devant le décor, vous voyez, mais j'ai préféré mettre mon décor sur un autre calque au cas où j'ai un souci avec mon chat, que je veuille le déplacer ou on sait jamais ce qui peut arriver. Donc mon chat, je le mets sur un autre calque. Et là, pour la perspective, n'oubliez pas de bien choisir votre épaisseur de trait. Là, par exemple, j'ai effacé les traits que j'avais déjà faits parce que je trouvais qu'ils étaient trop épais par rapport aux traits de mon chat. Donc là, j'ai changé de quelques tailles, de quelques points, et je viens faire tous mes autres traits. Et plus le trait est loin, plus il faut réduire la taille de votre brosse. Quand c'est des choses au même plan, au même niveau, vous pouvez garder la même taille. Une fois que j'ai nettoyé tous mes traits et vérifié qu'il n'y avait pas de trous, qu'il n'y avait pas de dépassé, je les refusionnerai tous ensemble. Donc voilà, mon ancrage est terminé. Donc maintenant, je vais vous montrer comment mettre des trames et des aplats de noir si vous voulez le faire en version manga. Et après, je vous montrerai comment le faire en couleur si vous voulez faire plutôt style BD. Donc pour ça, je fais un nouveau groupe.
que je vais appeler zone. Et en gros, moi ce que je trouve plus pratique, c'est de sélectionner des zones, de mettre une couleur ou une nuance de gris pour voir un petit peu l'effet que ça va faire. Et après, je trouve que c'est plus facile aussi d'avoir les zones. Vous avez juste à sélectionner la zone et après à mettre votre trame juste dans cette zone ou votre couleur. Donc dans votre calque de groupe de zones, vous allez mettre plusieurs nouveaux calques et on peut les renommer au fur et à mesure. Là, ce que je vais faire, c'est commencer par délimiter mes zones qui vont être noires ou en tout cas très foncées. Et ce que je vais faire aussi, c'est que je duplique ma case, mon calque de case, et je duplique mon groupe d'ancrage. Voilà, donc là vous voyez bien que j'ai une copie des deux. Et je vais venir fusionner mes copies ensemble. Je vais venir le verrouiller et descendre l'opacité. Et en gros, là comme j'ai tous mes traits sur le même calque, je peux sélectionner avec ma baguette magique directement sur ce calque-là tout ce que je veux. Donc les choses que je vais sélectionner en premier, c'est les choses qui vont être noires. Donc comme là dans mon histoire c'est la nuit, ce qu'on fait souvent en manga, c'est que le bord de la case là, la marge va être noire. Donc elle est noire soit quand c'est la nuit, soit quand c'est un flashback, soit quand c'est par exemple quelque chose qui se passe dans l'esprit du personnage. Je recommence, je sélectionne la bordure, voilà, je prends une petite sélection carrée, et là je veux supprimer une partie de la sélection, et maintenant je peux prendre l'outil pot de peinture, je me mets sur un de mes calques de zone que je vais appeler noir, faites des petites retouches si c'est nécessaire, et là déjà on a fait toutes les zones noires de base. Maintenant on peut rajouter d'autres zones, par exemple ma petite sorcière, on est d'accord que ses vêtements sur mon image en couleur sont assez foncés, donc je peux décider de le faire en noir. Là, je vais devoir retoucher les trous avec une brosse, donc je vous conseille pour le noir de baisser l'opacité quand vous faites vos retouches, pour mieux y voir, et après rebasculer l'opacité à 100%. Maintenant, ici par exemple, je vais foncer le premier plan, donc tout ça ici, et l'arbre en silhouette aussi, mais je vais devoir le faire à la main. Donc, comme tout à l'heure, le pot de peinture. Pour l'instant, ne stressez pas si quand vous remplissez votre forme, vous recouvrez des traits, et que du coup on les voit plus, parce que tout à l'heure on reviendra dessus pour les faire réapparaître. Pour l'instant, on se concentre juste sur les zones de remplissage. Donc ça, cette partie de délimitation de zone, vous pouvez le faire même si vous voulez faire de la BD, donc avec des couleurs. C'est assez important, et même en illustration, on le fait. C'est qu'avant de colorier, on fait tout en nuances de gris, en noir et en blanc, pour voir le contraste entre les choses, entre vos éléments, et du coup voir si tout ressort comme vous le voulez sur votre dessin. Donc là, on se sert de la perspective atmosphérique pour créer de la profondeur. Donc ce qui va être le plus devant va être plus foncé, ce qui va être le plus en arrière va être plus clair. Et du coup, ça va faire un peu comme un dégradé, ça va créer de la profondeur. Donc ça, pour vos décors, ça peut être très utile. Donc là, vous voyez, je pense pas que ce soit judicieux pour mon exemple ici de faire tout en noir pour les montagnes, parce que du coup, le chapeau de ma sorcière se différencie plus des deux. Donc je vais me mettre sur un autre calque et je vais prendre toujours une couleur foncée, mais un peu plus clair que du noir, donc un gris plus clair, et on regarde ce que ça donne. Là je trouve que le contraste il est pas tout à fait assez fort, donc j'en prends un peu plus clair. Donc maintenant je vais me servir que de ce gris là pour faire toutes les zones qui doivent être dans cette nuance là. Donc on n'oublie pas non plus d'ajouter les ombres propres et les ombres portées sur votre dessin. Et ça c'est par rapport à votre source de lumière. Donc la lune c'est une source de lumière par exemple. Et si tout à l'heure mon chaudron, j'ai envie qu'il fasse une lumière un peu fluo qui brille, donc ça fera aussi de la lumière. Là les petits ronds qui sont accrochés au toit de ma maison, pour moi c'est des lampes, donc du coup ça fait une petite source de lumière, donc
ça crée des ombres et des lumières à d'autres endroits. Ensuite, je vais venir faire mon chaudron, parce que pour moi, un chaudron, c'est assez foncé. J'aurais pu aussi le faire tout noir, mais comme je veux qu'il se détache bien de la sorcière, je vais le faire en gris foncé. Alors on évite de dépasser sur les autres zones, pour l'instant. Tant qu'on est dans le foncé, on déborde pas. Quand on passera dans le clair, on pourra. Par exemple, si je mets des touches de blanc, on pourra mettre du blanc sur du noir, il n'y a pas de problème. Mais là, tant qu'on reste dans des gris foncés, on ne déborde pas. Si vous faites une version manga, vous n'êtes pas obligé de mettre beaucoup d'aplats de noir. Il y a des mangas où il n'y a pas trop de noir. C'est quasiment que de la ligne, et un tout petit peu de trame et un tout petit peu de hachure. Ça dépend du style que vous voulez faire. Et ça dépend aussi si vous êtes, comme j'ai dit plus tôt, la nuit, dans un flashback. Si vous êtes dans ce genre de choses, bah forcément vous allez voir plus de noir ou en tout cas plus de foncé. Là je retourne sur mon noir pour faire l'ombre de mon chat parce que j'estime que il y a de la lune qui éclaire par la fenêtre, et que du coup, comme il est devant la fenêtre, son ombre va se reporter sur la commode. Donc là, on fait en nuance de gris toutes les zones pour l'instant qu'on a envie de colorer ou mettre des trames, etc. Si vous faites version BD, il faut sélectionner toutes les zones. Ça veut dire qu'il ne faut plus avoir de blanc sauf si ce sera une couleur très claire à cet endroit, du blanc, etc. Mais sinon, si vous faites de la couleur, faut quasiment tout sélectionner et tout passer en gris ou en noir. Donc là j'ai mis quasiment tous mes aplats, il me reste plus grand chose à part les reflets blancs. Donc j'ai rajouté un calque que j'ai appelé blanc. Et là je peux rajouter à certains endroits du blanc par exemple. Si j'ai envie, ici sur le bord de mon arbre, je peux avoir un peu de lumière causée par la lune et par le volume de l'arbre. Je peux aussi avoir ici sur la tranche. Là on pourrait considérer aussi que la fenêtre fait un peu de lumière et que du coup là, sur son vêtement, c'est un peu plus clair, donc on peut mettre du blanc. Pour les plis aussi de ma robe, comme elle est noire, on peut mettre du blanc dedans. Il y a plusieurs solutions, soit on met du blanc dedans, soit on va sur le calque d'ancrage, le vrai, on active le petit quadrillage et on va venir repasser en blanc les plis. Donc là je vais faire des petites étoiles dans le ciel, donc je vais prendre cette brosse là qui fait directement des étoiles, donc la Stamp Sparkle. Donc cette brosse elle prend en compte la pression. Plus vous appuyez, plus l'étoile sera grosse, moins vous appuyez, plus elle sera petite. N'abusez pas trop sur les étoiles hein, si vous voulez vous en servir. Et essayez de faire des tailles différentes, ça ajoute de la profondeur aussi à votre image, à votre dessin. Donc maintenant, les rares choses qui me restent, c'est les yeux à faire. Donc ce que je fais, c'est que je sélectionne la couleur de base de mon œil et que je vais aller vers la gauche jusqu'à atteindre le gris. Donc, une fois que vous avez fait toutes vos zones, il est temps de passer aux trames. Donc un nouveau groupe. Et dans ce groupe, vous allez pouvoir directement glisser ou dupliquer votre calque noir si vous êtes en manga.
là, on va commencer par le manga, après on fera couleur. Donc pour les mangas, vous faites un nouveau groupe et vous déplacez le noir dans ce groupe ou vous le dupliquez. Et vous pouvez faire de même avec le blanc. Maintenant, on va voir comment faire des trames. Donc, il y en a déjà qui existent. Si vous allez tout en bas de vos brosses, vous avez celle-là qui gère du coup la pression. Donc c'est bien pour faire des dégradés avec des trames. Et normalement, voilà, vous en avez une à côté qui, elle, prend pas en compte la pression. Donc, pour faire des dégradés en trame, c'est pas l'idéal. Donc je vais prendre celle-là parce que je vais commencer à faire les choses qui sont pas dégradées. Quand vous cliquez là-haut, il y a une nouvelle fenêtre qui s'ouvre et vous allez pouvoir modifier vos trames. Donc il faut aller dans motif ici, vous pouvez choisir le motif que vous voulez. Là pour l'instant on ne bouge pas parce que on en veut une qui ne prend pas en compte la pression. On va dans les options et ce qui va nous intéresser ça va être l'échelle et la brillance. Donc si vous bougez la brillance, vous voyez que ça modifie en haut l'aspect de votre trame. Vous pouvez ouvrir ça ici et tester votre trame. Donc là vous voyez que c'est assez foncé, que ça va pas. Donc il va falloir changer par exemple l'échelle. Ou vous pouvez changer ça aussi qui va augmenter ou réduire la taille de vos trames. Vous pouvez aussi jouer avec le contraste pour avoir le type de trame que vous voulez. Et vous pouvez aussi choisir autre chose si vous voulez mettre une autre texture que des petits points. Si vous voulez faire quelque chose à carreaux par exemple, ou peu importe, vous pouvez même fabriquer vous-même vos motifs. On verra ça une prochaine fois. Et vous pouvez aussi créer des nouvelles brosses avec vos préférences de trame par exemple déjà enregistrées. Vous pouvez aussi changer le mode de texture. Donc multiplier ça va être dans l'idée ajouter. Et soustraire, ça va être enlevé. Donc maintenant qu'on a choisi notre type de brosse de trame et qu'on a sélectionné toutes nos zones, on peut sélectionner avec la sélection par couleur la zone que l'on veut faire. On se met sur notre nouveau calque, on prend nos trames et on peut venir remplir avec. Alors des fois, il faudra adapter la taille de votre brosse et de vos trames par rapport à ce que vous voulez remplir pour pas que ça fasse bizarre. Si vous avez un ordinateur un peu lent, il se peut que ce soit assez long pour remplir les zones avec vos trames, voire même il peut planter, donc attention de pas y aller trop vite pour lui. Là par exemple, j'aime pas l'aspect de mes trames, donc je change. Vous pouvez aussi vous faire des pages entières de trames et après les ajouter et les redécouper sur Krita pour avoir directement le bon type de trame. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est qu'ici vous voyez, vous avez des motifs. Donc vous avez aussi des trames en motif. Vous pouvez sélectionner un motif ou un motif personnalisé et l'appliquer directement comme ça sur une zone. Par contre, là, ils sont pas modifiés. Je pense pas qu'ils soient modifiés. Si par exemple je sélectionne lui et que je prends l'outil remplir et que je coche utiliser un motif, ça aussi ça peut faire parfois planter un peu votre ordinateur. Donc allez-y doucement. Tant que vous voyez que la jauge en bas elle est pas terminée, ne faites pas d'autres actions. Voilà, vous voyez ça vous a rempli directement avec des trames, mais c'est une taille prédéfinie. Donc ce que vous pouvez faire, vous faites des grilles de trames de différentes tailles pour ce que vous voulez faire. Vous les enregistrez du coup ici en motif personnalisé et ça ira beaucoup plus vite pour remplir des zones au lieu de devoir à chaque fois rebidouiller vos brosses. Là vous voyez, j'en ai pris une qui gère la pression, donc si j'appuie plus ou moins, ça va changer la taille. Donc voilà, mes trames sont finies, je les ai pas mal modifiées depuis l'autre fois, mais là ça me va bien. Donc une fois que vous avez fini vos trames, votre page est terminée, vous n'avez plus qu'à l'exporter en JPEG ou en PNG comme vous voulez. Et là on va voir dans une prochaine vidéo comment mettre ces couleurs pour une planche de BD.
Merci à tous d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve bientôt pour la prochaine. Salut à tous, c'était Archampi.